Bonjour à toutes et à tous, je suis Virginie Baumann et j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui sur Instant Cactus, le podcast qui donne la parole à des individus inspirants, au parcours remarquable. Leur point commun ? Ils ont su croire en eux afin de prendre leur envol et mettre en scène leur passion, talent, conviction et potentiel. Au-delà d'une simple valorisation de ces vécus passionnants, Instant Cactus se veut aussi une exploration des réflexions et questionnements qui ont jalonné leur chemin. En espérant que leurs parcours et leurs mots vous insufflent l'envie de prendre votre envol, je vous souhaite une très belle écoute. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de discuter aujourd'hui avec Francesco Urso. Bienvenue. Merci beaucoup. Alors, on va commencer par les questions simples. Est-ce que tu peux te présenter et nous raconter un petit peu ton parcours ? Alors Francesco, j'ai 34 ans, j'ai grandi en Italie, je suis né en Italie et je suis arrivé en Suisse à l'âge de 10 ans. J'ai grandi entre Lausanne et Genève. Après un parcours assez international, j'ai étudié aux États-Unis, en Espagne un peu, après finalement HEC Lausanne, pour après rentrer chez Procter & Gamble, donc ici à Genève au siège international quand j'avais 21 ans. En finance, après en marketing, et voilà, en marketing, ou après on m'a envoyé dans la beauté en Russie, en Chine, donc j'ai fait pas mal de Procter, j'ai fait 11 ans là-bas, et c'est après Procter que j'ai décidé, ou à la fin de Procter, j'ai décidé de quitter, quand j'étais directeur marketing en Chine sur Pantene, j'ai décidé de quitter Procter pour lancer ma propre marque, Wolf Project. Ok, alors c'est quoi Wolf Project justement ? Wolf Project, c'est une marque de soins naturels pour hommes, qui amène des nouveaux rituels de soins aux hommes pour vraiment aider les hommes à augmenter ou améliorer la façon de prendre soin de leur peau. Ok, et justement dans ces nouveaux rituels, il y a les masques. Alors pourquoi les masques comme produit emblématique ? Alors les masques, moi je suis tombé amoureux des masques quand j'étais en Asie. Donc j'habitais en Chine 3 ans, comme dit, et j'ai découvert ces masques parce que moi je prenais pas vraiment soin de ma peau à l'époque. J'utilisais un nettoyant visage dans la douche, mais vraiment max, les trucs typiques L'Oréal Men Expert ou Nivea For Men. Mais j'étais vraiment un utilisateur basique de skincare. Et c'est en étant en Chine, en travaillant sur la beauté asiatique, que je me suis fait vraiment inspirer par la beauté japonaise, par la beauté coréenne. Et j'ai essayé de nouveaux produits, il y avait mon épouse à côté qui essayait pas mal. Et donc on a commencé à partager des produits. Et je suis tombé amoureux des masques car elles ont un effet de fou avec une visibilité immédiate des effets. Et c'est ça vraiment qui m'a fait tomber amoureux. Moi, j'ai détesté un peu tous ces produits où il faut vraiment croire à l'effet, il faut espérer que ça marche, l'anti-âge à long terme, parce que si j'utilise 10 ans, peut-être les rides, elles vont être un peu moindres. Et j'aimais pas ce concept. En utilisant un masque en tissu, on voit les effets immédiatement. Donc moi, je me rappelle que j'étais devant le miroir en Chine, je disais, waouh, ça marche, les rides de surface disparaissent, j'ai une belle mine et j'ai l'impression d'avoir une peau plus belle aujourd'hui qu'il y a un an. Et pourtant, il n'y avait pas de masque pour hommes, parce qu'il y avait des masques unisexes, il y avait des masques... c'était un des seuls produits dans un rayon d'une parfumerie ou sur l'e-commerce, c'est un seul produit qui était unisexe. Et je suis sûr qu'il y a la place pour des produits unisexes, mais je suis aussi sûr que la beauté, mais en général, tout le fashion, toute la mode, tout a un secteur homme et un secteur femme. Et c'est pour ça que voilà, il y a eu l'insight de dire pourquoi pas lancer une marque de masques pour hommes qui maintenant s'évolue un peu sur un concept un peu plus vaste. Donc les masques restent notre produit phare, mais on a d'autres produits. Ok. Pour revenir à ce que tu disais sur les cosmétiques non genrés, c'est intéressant parce qu'il y a encore beaucoup de stéréotypes dans ce marché-là. Au niveau des cosmétiques, il y a quand même la beauté masculine, ça a encore un petit peu la vie dure. On entend souvent des trucs comme la cosmétique masculine, c'est gay, pour dire des choses très basiques. Comment est-ce que toi, tu te positionnes par rapport à ça ? Tu penses vraiment, comme tu disais avant, que c'est pas juste du marketing, mais qu'il y a des besoins très différents ? Alors, il y a un mélange un peu des deux, parce que la peau de l'homme, elle est génétiquement un peu différente de la peau de femme. Donc la peau de l'homme, elle est un peu plus épaisse, on produit plus de sébum. La peau de l'homme, elle vieillit plus rapidement parce qu'on a une perte de collagène, donc la flexibilité de la peau plus rapide. Mais est-ce que génétiquement, vraiment, un produit pour homme ne marche pas pour la femme et un produit pour femme ne marche pas pour l'homme ? Non. Je pense qu'un produit pour femme marche très bien aussi pour homme. Et pensons à toute l'industrie, les déodorants. Est-ce qu'un déo pour femme marche pour l'homme ? Bien sûr, physiquement, ça doit faire ça. Est-ce qu'il est optimisé pour ? Peut-être pas, mais ça va certainement marcher. Mais avec ce genre de pensée, on ira sur le parfum pour hommes et pour femmes. Est-ce que vraiment il y a un besoin d'en avoir deux types ? Est-ce que la mode ? Pourquoi les femmes portent des jupes et les hommes pas ? Et donc là, on voit que dans tous les secteurs, on commence à mélanger un peu. Il y a un peu des Par exemple, il y avait convergences, Harry Styles de One Direction, je sais pas
Bref, il a fait un scandale parce qu'il a mis une jupe. Et moi, j'adorais la chose parce qu'on commence à comprendre que peut-être les boundaries, les limites entre les sexes sont peut-être moindres. Toutefois, il y a encore une énorme catégorie pour hommes et une énorme catégorie pour femmes. Moi, j'ai vu un produit qui était excellent et qui était pas optimisé pour hommes. Et donc, ça crée une barrière à une majorité des gens qui regardent encore hommes et femmes. Moi, quand je rentre dans une parfumerie, je cherche toujours le rayon men. C'est la première chose que je fais. Quand je rentre chez un opticien, je vais tout de suite voir les lunettes pour hommes. Donc, après, certainement, il y a la place dans le marché pour le unisexe, pour le non-genré. Et je suis tout à fait d'accord. Je pense qu'il y a aussi une place pour l'homme, une place pour la femme, et ça va rester. Si on regarde les raisons historiques de ça, les hommes et les femmes sont élevés, à tort ou à raison, mais d'une façon différente. Moi, je m'expose pas sur est-ce que c'est juste ou faux. Ouais, c'est juste une constatation. Ouais, c'est une constatation. C'est un constat. Les garçons ont du bleu et les filles ont du rose. Est-ce qu'on peut mettre du blanc à tout le monde? Est-ce qu'on peut mettre le rose sur les garçons? Oui, on peut. Et peut-être c'est juste. Mais à aujourd'hui, le marché n'est pas comme ça. À aujourd'hui, les hommes répondent différemment à des inputs psychologiques différents. Et pourquoi laisser une barrière dans le marché qui va prévenir aux hommes, qui va empêcher aux hommes d'utiliser certains produits parce qu'ils ne sont pas assez hommes. Donc c'est ça un peu mon discours. J'ai voulu lancer une marque masculine pour aller casser la barrière qui empêchait aux hommes d'utiliser tout un tas de produits qui sont incroyables. Ouais, c'est vrai qu'il y a des produits qui sont un peu historiquement féminins, mais c'est vrai, quand je pense aux masques, je pense à des soirées filles où les nanas vont se mettre des masques sur le visage, ce qui est complètement faux. En fait, un homme a tout à fait le droit de prendre soin de sa peau comme ça, qu'il soit seul ou en groupe. Et c'est la partie la plus visible de notre corps, finalement. Donc pourquoi je dois prendre soin de mes cheveux? Prendre soin des cheveux, réfléchissons à ça, c'est tout à fait OK. C'est homme, c'est viril, la barbe, prendre soin de la barbe, le grooming, etc. Tout le grooming, les habits, quelqu'un qui prend soin qui s'habille bien. On regarde, il y a 20 ans, c'était métrosexuel, là c'est un peu tout le monde, parce qu'il faut. Donc on a certaines catégories ont évolué dans la bonne direction. Mais le skincare a encore énormément de tabous, un peu comme on disait bêtement, prendre soin de nous, c'est gay. Et je déteste cette phrase parce que qu'est-ce que ça veut dire? Et après, on rentre dans un tout autre débat qui est l'homosexualité et l'acceptation de l'homosexualité et l'homophobie. Mais est-ce que prendre soin de soi est pire? Pourquoi c'est péjoratif? Pourquoi ce serait péjoratif? Pourquoi ça serait péjoratif? Donc, moi, je pense que prendre soin de soi, c'est quelque chose de bien. Et une des raisons pour laquelle j'ai aussi lancé la marque, c'est que non seulement il y a des effets physiques visibles, mais il y a des effets psychologiques, il y a des effets mentaux, on va dire, qui m'ont vraiment marqué. Et est-ce qu'il y a des aspects du produit que tu as travaillé justement pour être optimisé pour les hommes? Par exemple, la texture, la forme, le format? Oui, donc pour revenir à nos produits, pour expliquer aussi à tout le monde, nous on fait des masques hydratants et des masques détox en tissu. Donc c'est des masques que, dans le cas de l'hydratant par exemple, c'est un masque en tissu fait en charbon dérivé du bambou qui, dans l'espace de 15 minutes, va hydrater en profondeur la peau. Et grâce à une formule à 95% naturelle. Et le masque detox, il est fait à base toujours le même tissu, mais avec une argile naturelle qui va enlever toutes les impurités, l'acné, aider contre l'acné de la peau. Ces masques-là existaient, en tout cas il y en avait pas mal, il y avait plusieurs sortes de masques qui existaient surtout en Asie, mais ils n'étaient pas optimisés pour hommes. Donc, pour répondre à ta question aussi, c'était des masques, par exemple, la taille du masque était physiquement plus petite, parce qu'en moyenne, les femmes, elles ont un visage un peu plus petit. C'était des masques qui souvent avaient des formules qui étaient un peu plus épaisses de ce que nous, on aime, ou de ce que notre peau aime, parce qu'on a dit on a une peau un peu plus grasse. Donc, finalement, au tout début, j'ai fait un masque que moi, je voulais adorer. Donc, une formulation plus légère, tout en étant efficace, un masque naturel, parce que je croyais que la beauté doit aller plus en-delà de ça, et surtout, mis à part naturel, une formule safe, une formule clean, qui soit safe pour la peau et pour l'environnement, parce qu'il y a des apps comme Yuka, que tout le monde connaît, qui nous ont rendu beaucoup plus sensibles au fait qu'il y a des produits qui peuvent ne pas être bien, soit pour la peau, soit pour l'environnement. Et après, un masque, j'ai choisi un tissu, par exemple, le tissu qui est en charbon dérivé du bambou, qui est un noir, et moi je le trouvais une couleur qui est quand même assez masculine, et aussi qui a une porosité très haute, donc permet l'absorption, juste, merci, l'absorption rapide.
Et l'homme, il n'a pas non plus la patience de rester 20 minutes devant un masque, machin et tout. Donc c'est vraiment... J'ai essayé d'optimiser le produit pour l'homme. Ok, super. Et en termes de packaging, de code couleur aussi, j'imagine. Exact. Donc le nom de la marque, Wolf Project, le packaging. Et je voulais trouver un nom de marque qui était homme sans devoir dire for men. Donc si tu regardes le packaging, c'est jamais marqué sur le packaging for men, skincare for men. Je n'aimais pas les marques L'Oréal, Men Expert, Nivea for Men, Biotherm pour hommes et compagnie. Ouais, ça martèle quand même. C'est une marque... j'adore leurs produits, mais c'était comme si... Quand on dit for men, c'est une marque qui était censée historiquement être pour femmes, qui a été prêtée à l'homme. Et moi, je voulais une marque pour hommes sans devoir le dire. Ouais, de manière distinctive. Exact. Ok. Pour revenir un peu à tes débuts, comment est-ce que tu t'es lancé concrètement? Donc tu quittes P&G, comment ça s'est passé? J'ai l'impression que quand j'ai quitté, une belle métaphore, c'est se lancer dans un vide sans savoir qu'est-ce qu'il y a en bas. Tu vois. Je pense que beaucoup d'entrepreneurs utilisent cette métaphore et c'est tout à fait vrai. Avec un parachute un peu troué en plus. Ouais, avec un parachute, on ne sait pas si on l'a ou pas, on ne sait pas si on va s'écraser ou se lancer dans une piscine sans savoir s'il y a de l'eau en espérant qu'au bout d'un moment, il y en aura. C'est un peu ça, c'est vraiment ça. Donc, je me suis lancé après maintes réflexions et calculs financiers parce que j'avais une idée. J'avais pas le temps, j'avais un job à temps plein, j'avais pas le temps de créer une marque à côté. Et donc, fin 2018, début 2019, j'ai quitté Procter. On a pris une petite pause avec la famille à Bali pour réfléchir, on va dire, conceptualiser un peu la marque. Et au début, j'étais absolument 100% tout seul. Donc, mon expertise était dans le marketing, dans la conception de marque, dans le brand management. Donc ça, c'était un peu la partie facile, toute la partie marque, produit et tout. La partie très difficile était tout ce qui était digital marketing, logistique et finalement aussi la partie web qui rentre un peu dans le digital marketing. J'ai lancé donc le site, je pense, en juillet 2019 et on a commencé à faire de la pub. Je dis « on » parce que là, il y avait déjà une personne qui m'avait rejoint en octobre-novembre 2019, donc il y a 1 an et demi. On a commencé aux États-Unis, donc on a décidé que le marché clé était les États-Unis, en tout cas le marché cible. Mais il n'y avait pas une raison extrêmement réfléchie. On n'avait pas d'argent pour faire des études de marché. C'était vraiment l'intuition. L'intuition me disait que c'était un marché, d'un point de vue logistique, légal, facile à opérer. C'était un marché où la cible, il y avait une grande densité d'hommes qui étaient censés faire ces traitements, surtout East Coast, West Coast. C'est un marché où le digital est très, très, très développé et où aussi un succès aux États-Unis aide beaucoup pour un succès ailleurs. Si on a une marque, par exemple, qui se lance en Suisse, ça ne veut pas du tout dire que les investisseurs américains vont se jeter sur ton produit. Jeter sur le produit, exact, ouais. comme tu dis. Par contre, s'il y a une marque qui a du succès aux États-Unis, l'Europe va se lancer dessus. Et parce que c'est quand même encore un peu le marché où la plus grande partie d'innovation... et puis il y a vite de l'attraction aussi, en fait. Et il peut y avoir de l'attraction très rapidement, exactement. Donc, c'est pour ça qu'on s'est lancé aux États-Unis. Donc, on a commencé comme ça, en D2C, donc direct to consumer, en ligne sur notre site, en essayant de créer ou d'acheter du trafic pour arriver sur notre site, et en faisant de la presse, en faisant de l'influencer marketing et tout ça. Intéressant. Et pour revenir aux aspects un peu challengeants du début, tu n'as pas parlé des réglementations et de la conception de produits. Ça, c'était pas compliqué, du coup? Comment tu as avancé là-dessus? Non, c'était compliqué. Non, tout était compliqué au début. Non, il n'y a rien qui était simple. Donc, ça, c'est une petite parenthèse, mais quand on pense aux entrepreneurs et on regarde les histoires de succès, on juge la marque. Par exemple, ma marque, on peut la regarder maintenant chez Manor et on dira « Ah, magnifique et tout, une histoire de succès ». Non, c'était difficile. On a dû transpirer, on a dû sweat, blood and tears. Donc, c'était vraiment difficile. Par rapport à tout ce qui est réglementation, oui, il y en a beaucoup dans le skincare, surtout en Europe. Aux États-Unis, c'est beaucoup plus simple. Ça, c'était une raison aussi de commencer par là-bas, parce qu'en Europe, pour avoir des produits cosmétiques sur le marché, il y a toute une série d'enregistrements qu'il faut faire auprès de l'Union européenne. Et la Suisse suit un peu ces règlements-là. Ouais. Et de toute façon, lancer un produit en Suisse, c'est très difficile de dire qu'on va le limiter à la Suisse. Donc, qu'on a fait en parallèle. Donc, nous, on l'a lancé aux États-Unis. En parallèle, on a fait toutes les démarches pour l'Europe. Et finalement, on a tout passé. Donc, les produits étaient assez bons pour être lancés sur l'Europe.
Et non, c'était difficile parce qu'il y a beaucoup de documents, parce que c'est une paperasse énorme, parce qu'il y a beaucoup de chèques. Il y a vraiment une due diligence bien faite sur les cosmétiques en Europe. Ça, je peux le dire. Si on achète un cosmétique en Europe, ça veut dire que le produit a passé beaucoup, beaucoup de tests, qu'il est forcément pas testé sur les animaux. Donc ça, c'est aussi une histoire marrante que tout le monde pense. Est-ce qu'il est testé sur les animaux? Aucun produit européen peut être testé sur les animaux, ni les ingrédients, ni les raw materials qui font partir des ingrédients. D'accord. Donc Ouais. c'est pour Oui, ça c'est que pas l'Union limité aux européenne... produits finis. C'est vraiment Non, aussi c'est la pas chaîne. limité aux produits finis. Et c'est pour ça que l'Union européenne est en train de bannir aussi le claim testé sur les animaux, non testé. Parce que c'est comme dire que le ciel est bleu. On ne peut pas mettre sur le marché. Bref, donc non, la partie... Donc ces aspects-là étaient quand même challengeants. Ouais. Exact. Okay. Et alors pour revenir à tes lancements, donc on parlait du marché américain, maintenant donc l'Europe, la Suisse, ça donne quoi ce lancement en Suisse? Est-ce que c'est un peu plus hésitant, le marché du grooming Au contraire, non au contraire. La Suisse, ça se passe très très bien pour l'instant. Bon, on a lancé en Suisse depuis un mois, donc depuis moins qu'un mois, 18 jours qu'on est chez Manor. Et un grand succès pour l'instant. Donc, je pense que c'est un mélange du support que Manor nous a donné, parce qu'ils ont cru dans le projet, ils savaient que le segment était en train de se développer plus rapidement que le segment de la beauté féminine, même s'il est plus petit, mais la croissance elle est beaucoup plus grande. Ils ont vu notre enthousiasme et donc ils nous ont supportés avec une belle présence dans les magasins comme Lausanne, Genève, Bâle, Lugano et compagnie, Vézina. Et donc, ils nous ont supportés, ils nous ont donné beaucoup d'espace. Et nous, derrière, on a fait, je pense, un grand plan marketing, presse, ce qui a créé un succès niveau vente. Donc, on est très content. Je suis très content de dire aujourd'hui, 18 jours après le lancement, que non seulement on a fait un sell-in, donc des ventes chez Manor étaient bien, mais les ventes de Manor aux clients finaux étaient très fortes. Donc ça montre que finalement, c'est un sentiment, une intuition que j'ai toujours eue, mais là, c'est la preuve. Tous les marchés sont prêts. Les hommes, ils sont prêts partout. Moi, quand on me dit, ouais, mais peut-être l'homme à Berne, parce que par exemple, Berne fait moins de ventes que Genève. Et je ne suis pas d'accord avec ça. Si le Manor de Berne a fait moins de ventes que le Manor de Genève, ça veut dire que nous, on a fait quelque chose de faux. Mais ça ne veut pas dire que les hommes de Berne prennent moins, que la cible. La cible, elle est pareille partout. Ouais. L'homme et la femme prennent soin d'eux. Je ne crois pas qu'il y a un marché où statistiquement les hommes prennent fondamentalement moins soin d'eux. Peut-être on peut comparer New York à Charlotte, South Carolina, tu vois. D'accord, c'est pas du tout les mêmes marchés non plus. Oui, mais certainement même à Charlotte, il y a des hommes qui vont prendre soin d'eux et qui vont essayer des soins. Donc, on était très surpris par la quantité et la différenciation de type d'hommes. Un exemple, petit. En lançant la marque, je me suis dit, la cible, elle est 25-35, city guy, machin. Non. Oui, et plein d'autres. Nous, on a des clients, on a des clients entre 55 et 64. Ah, intéressant. Mais une belle partie. Donc, on n'a pas une montagne avec un pic, un sommet vraiment vertical à 25-35. On a une petite colline, donc oui, effectivement, les 25-45, c'est la plus grande majorité, c'est la plus grande partie de nos clients, mais ça va jusqu'à 65 et ça part de 22-23. Donc, encore une fois, ça montre que les hommes sont prêts, les hommes sont beaucoup plus prêts avec le langage marketing qui leur parle, qui est adéquat, avec le langage qui leur parle, avec un produit qui les inspire, avec un environnement de vente qui les rend à l'aise. Mais les hommes sont beaucoup plus prêts que ce qu'on pense. Il y a des marques de make-up qui se lancent et qui font un carton. Exact. Bon, en Asie aussi, le make-up chez les hommes est aussi, tu vois, c'est complètement dédouané. En Corée, il y a 30% d'hommes qui font du make-up. C'est clair. Alors qu'ici, si tu vois un homme avec du make-up, il y a quand même des sourcils qui se lèvent parce que les mentalités sont encore du mal. En plus, c'est Genève. Donc, donc par exemple, sur le make-up, je suis d'accord qu'il y a encore un marché qui est prêt, un marché qui n'est pas prêt. Mais avec une ou deux marques qui... Moi, j'utilise du make-up de temps en temps, surtout les BB cream, les CC cream. C'est un make-up fonctionnel. Mais je pense que si on trouve la façon d'expliquer aux hommes pourquoi le make-up fonctionnel, pour commencer, est utile et leur aide à améliorer leur vie, on va dire, je suis sûr que les hommes, ils vont... Parce que, un exemple, quand on se rase le cou, il y a souvent des taches, des points, des rougeurs et tout. Et ça nous embête. Ça nous embête et on sait que ça nous enlève la confiance en nous. Et mettre une toute petite BB cream ou CC cream, ça... qui serait adapté, qui pique pas, qui est avec une composition... adapté, qui est toute légère, donc pas teintée et tout, ou une très légère teinte.
C'est sûr que il faut juste lui montrer. Prends quelques points de confiance en toi et puis la journée se passe mieux. Exact. Parce que souvent, le make-up, la cosmétique, c'est une question de confiance et d'image. Et qui ne veut pas être plus beau ou en tout cas se sentir bien et pas être dénaturé par des fatigues ou des petites rougeurs. Qui ne veut pas être plus confiant. C'est des sentiments qui sont absolument humains et qui sont très nobles aussi. Il ne faut pas cacher, c'est pas une histoire de cacher, c'est une histoire de se sentir mieux dans la peau avec des produits qui peuvent nous aider à ça. Oui, effectivement, c'est pas camouflé, c'est peut-être valorisé, tu as raison. Ouais. Oui, c'est pas camouflé, c'est valorisé. Moi, je me rappelle que j'étais chez Pantene en Chine et on avait fait une recherche consommateur, donc on était chez la consommatrice, chez elle, et on lui demandait pourquoi utiliser ce shampoing en particulier, je pense que dans ce cas c'était Pantene, était important pour elle. Et elle disait, Pantene est mon arme secrète. Parce que si je vais à un entretien de travail pour un job que je veux et mes cheveux ils sont pas parfaits ou autant parfaits que je sais qu'ils peuvent être, c'est de ma faute. J'ai pas tout donné. Donc elle dit je suis rentrée à 80% dans l'interview et j'ai trouvé ça incroyable. Ouais, c'est un super insight. C'est un super insight de dire même un shampoing et même les cheveux et après il y a toute l'histoire des cheveux jour 1, jour 2, la brillance et tout. Mais elle disait je me sentirais beaucoup moins sans les cheveux on point, parfait. Et seulement Pantene arrive à me donner ça. Et donc, nous, l'équipe Pantene, on était hyper contents. Champagne. Mais, oui, exact. Je ne pense pas que l'insight il se réfère que à Pantene, mais c'est plutôt une catégorie. La cosmétique, la beauté peut effectivement aider à nous sentir, comme on a dit, en confiance et sûr de nous, et à nous faire donner notre mieux et avoir une plus belle journée, on va dire, comme tu as dit bien. Je vais juste te poser une question, par intérêt personnel. Les consommateurs plus âgés, est-ce qu'ils achètent, par exemple, ici chez Manor, ou aux États-Unis en boutique, ou ils achètent en ligne ? Ce qui serait intéressant, c'est de voir si des consommateurs plus âgés ont suffisamment de confiance en une marque qu'ils ne connaissent pas pour acheter Web Only. Alors, je pense qu'il y a deux questions dans la question. Est-ce qu'ils achètent, est-ce que les consommateurs plus âgés ont des habitudes d'achat différentes ? Ça, je pense pas. Je ne pense pas, mais je ne le sais pas. J'ai pas assez de learning offline pour répondre à ta question. Parce qu'on vient de lancer chez Manor et offline, aux États-Unis, on est chez CVS, mais malheureusement, on est rentré après le Covid, donc je n'ai jamais pu visiter. Par contre, est-ce que les hommes plus âgés se sentiraient plus à l'aise ou plus rassurés pour une nouvelle marque ? C'est-à-dire, est-ce qu'ils vont faire confiance à une nouvelle marque ? Et je pense que sur la nouvelle marque, tout le monde regarde les mêmes choses. Ils vont regarder, est-ce que la marque est connue ? La première chose que tu fais, c'est par exemple le Wolf Project Review sur Google. Est-ce qu'ils vont regarder les reviews ? Ils vont regarder les articles sur GQ. Donc le path to purchase, je pense qu'il est assez similaire pour découvrir une nouvelle marque. Après, est-ce que finalement l'acte de l'achat est différent ? Je ne peux pas te dire, je pense pas. L'intuition me dit non, pas nécessairement, parce qu'on a une grande partie des clients qui est quand même plus âgée. D'accord. Mais... c'est intéressant, je pense entre les âges, les moments of intent sont aussi différents. Tu vois, moi, je vais peut-être acheter plus avec de l'impulse si ça me plaît, qu'un consommateur âgé en guillemets, va peut-être faire un repérage initial avant d'acheter en ligne. Bon, c'est juste un guess. Peut-être. Non. Discussion. Oui. Absolument. On arrive à la fin. Alors, tu as évoqué déjà pas mal de challenges auxquels tu as été confronté. Est-ce qu'il y en a un autre en particulier que tu veux nous raconter ? Qu'est-ce qui n'est pas un challenge aujourd'hui ? Non, mais le parcours de l'entrepreneuriat, c'est un parcours magnifique. Et je pense qu'il y a pas mal de ton audience qui est intéressée aussi à ce domaine. Donc, et là, je divague un peu, mais le choix de quitter une grande boîte pour lancer mon projet était probablement le meilleur choix que j'ai jamais fait de ma vie. Et pas parce que je n'aimais pas la boîte. Je adorais, et j'adore encore Procter & Gamble. C'est une magnifique boîte. Et je la conseille à tout le monde qui sort de l'université et qui veut bosser là-bas. Toutefois, lancer le challenge de lancer une marque, de lancer un projet, de le voir grandir, de voir vraiment le ownership que j'ai pour ça est 1000 fois supérieur. Donc, les gros challenges, pour en venir à ta question, il y en a tellement par où commencer. Gestion, discipline. Alors, discipline, par exemple. Un challenge énorme, c'est la discipline. Dans une grande boîte, dans une structure, on est cadré. On est sur des rails de tram, de train. Et donc, il y a des meetings, il y a des deadlines, il y a un chef, il y a un système, il y a un rating, il y a des ratings, il y a plein de trucs qui te font bouger, finalement. Parce que si tu ne fais pas certaines choses, le système va faire en sorte que
tu te bouges les fesses. Ou pas, ou out. Mais il y a un système. Sortir de là, il n'y a plus ce système. C'est à la discipline de chacun, à la motivation de chacun. Commencer un business tout seul est très challenging parce qu'on n'a pas l'interaction avec une autre personne qui est très saine et qui fait évoluer nos idées beaucoup plus rapidement et beaucoup mieux. Un autre challenge. Attirer du talent quand on n'a pas de l'argent, c'est très difficile. Motiver du talent quand on n'a pas d'argent, parce qu'on est tout petit, c'est difficile. Et même, une fois qu'on a de l'argent, nous, chez Wolf Project, on a fait une levée de fonds, dépenser l'argent est difficile parce que c'est quand même, je le considère mon argent, même si c'est l'argent que les investisseurs m'ont confié. C'est mon argent, il faut faire des paris placés, des paris délicats, des paris qui doivent marcher parce que c'est difficile de brûler de l'argent et c'est beaucoup plus facile de le faire quand il y a beaucoup moins d'émotions. Un autre challenge, je pourrais continuer, mais il y en a beaucoup. Et après, le challenge aussi de comprendre la marque, de comprendre... Moi, j'ai fait du marketing toute ma vie et à la fois, je continue à apprendre sur ma propre marque, à la comprendre, à comprendre qu'est-ce qui clique avec les gens, qu'est-ce qui clique pas. Il y avait un moment où j'étais complètement plus amoureux du nom de la marque et tout le monde me disait « Mais non, mais t'es fou, Wolf Project, c'est tellement cool, il faut garder. » Moi, je disais « Mais qu'est-ce que vous aimez de cette marque ? J'en peux plus. » Et j'en peux plus. Non, maintenant, ça va. Je suis de nouveau... Revenu. Ouais, c'est revenu. Là, je commence. Et donc, il y a beaucoup de challenges, mais c'est des beaux challenges. Et il y a beaucoup de personnes qui m'ont soutenu, énormément de personnes, d'amis, d'advisors, sans lesquels j'aurais jamais pu être où j'en suis aujourd'hui. Donc, mais un parcours overall, donc voilà, pour conclure, un parcours magnifique que j'adore et que j'espère va durer dans le temps et on va créer la marque qu'on espère pouvoir créer. Et justement, dans le temps, c'est quoi tes futurs projets avec Wolf Project ? Alors, dans le temps, bien sûr, on est en phase de croissance. Donc, c'est une belle phase pour la marque parce qu'on voit que le concept est prouvé en ligne sur des différentes plateformes, donc sur notre site, sur Amazon, offline, donc retail, chez Manor, chez CVS aux États-Unis et chez plusieurs partenaires qu'on a. On a aussi des partenariats avec des barbershops et des chaînes de spa et tout. Donc, on dirait que ça marche un peu partout. Et donc là, c'est rêver plus grand et faire croître la marque niveau géographique et niveau aussi de line-up. Donc pour l'instant, Wolf Project est connu pour les masques, c'est les produits phares. Mais moi, j'aimerais bien, ou je vais diriger la marque plutôt vers les soins naturels, donc, et créer une architecture de marque beaucoup plus vaste. Donc, il y aura nécessairement les soins avancés comme les masques, il y aura des soins plus basiques, pas plus basiques, mais plus essentiels, plus de tous les jours. Il y aura une ligne pour le corps, il y aura une pour la barbe. Donc, on va clairement lancer d'autres maisons. Et les lancer dans plusieurs zones géographiques. Donc finalement, toujours en ayant le fil rouge qui est la naturalité des produits, donc l'efficacité, la safety et cette marque qui se veut et qui va rester provocatrice. Donc ça, c'est un peu l'évolution de Wolf Project. Belle croissance géographique, catégorie de produits. Top, on se réjouit de te suivre. Merci beaucoup. Est-ce que tu aurais une anecdote à nous partager, quelque chose un petit peu, je sais pas, croustillant dans ton parcours ? Alors, comme toi, tu as un podcast et moi, j'écoute beaucoup de podcasts. C'était marrant parce que juste il y a 1 ou 2 semaines, et ça d'ailleurs, j'espère qu'il n'y a pas beaucoup de monde de chez Manor qui va l'écouter. Mais 1 ou 2 semaines, j'ai écouté ce podcast sur Sarah Blakely, qui est la fondatrice de Spanx. Spanx, c'est, si j'ai bien compris le produit, c'est des compression underwear. Donc, c'est des sous-vêtements qui vont cacher ou qui vont aider à compresser un peu les imperfections du corps. C'est très joliment dit. C'est plus ou moins ça, non ? C'est exactement ça. Exact. Et donc, elle racontait un peu son histoire et le lancement de Spanx aux États-Unis. Et pour la faire un peu courte, elle a déclenché un listing chez Nordstrom, qui est un peu comme Manor aux États-Unis. Donc, c'est un premium department store. Et donc, elle disait à tous ses copains dans toutes les villes d'aller acheter son truc parce qu'il faut montrer au magasin, au retailer, qu'il y a un momentum, que ça vend. Même si on sait qu'on est un peu en train de tricher parce que finalement, c'est pas les copains qui peuvent acheter ad aeternam. Mais ça, c'était assez marrant. Et l'autre chose qui a fait cliquer, c'était que
elle était au rayon underwear, mais elle disait, je sais pas, dans quel magasin, Chicago, je pense. Elle disait, il était trop caché et tout, et je devais trouver une façon de faire sortir Spanx du rayon caché au fond. Donc, au bout d'un moment, elle prend des petits, comment on les appelle, des présentoirs, et elle les met à la caisse. Et donc, l'intervieweur du podcast, il disait, mais est-ce que tu avais la permission de faire ça? Il disait, absolument pas. Mais le responsable de la caisse, vu que je suis arrivé et j'ai posé le truc, il se disait que certainement, j'avais dû avoir la permission du responsable de l'étage ou du responsable de la catégorie. Le responsable de la catégorie se disait, mais certainement, quelqu'un a dû approuver parce qu'autrement, elle n'aurait pas pu faire. Là, ouais. Oui, ce serait pas là parce que c'est tellement strict. Et donc, du coup, elle se disait, je me suis mis dans une bulle où tout le monde pensait que c'était l'autorisation de l'autre, et finalement, grâce à ça, j'ai commencé à vendre parce que j'avais eu l'intuition qu'à la caisse, c'est un moment où on a le temps de prendre quelque chose. C'est pour ça que les chewing-gums sont sur la caisse. Exact, ouais. On a le temps de réfléchir, il y a un moment d'attente, on n'a pas trop le téléphone parce qu'il y a un peu d'interaction. Et elle disait, and the sales in Nordstrom took off. Et c'était très marrant. Donc, l'anecdote croustillante, c'est que bien sûr, j'ai écouté ça, j'étais dans la voiture, j'étais chez Manor, j'ai acheté 2 présentoirs, je les ai mis à la caisse. Ça a duré 3-4 jours chez moi, ça n'a pas duré très, très longtemps parce que finalement, la responsable a dit « mais c'est qui a approuvé ça ?» Et moi, j'ai essayé de faire la même chose. Mais pendant 2-3 jours, j'étais tellement content de voir mes produits à la caisse, au rayon, et ça a marché. Ça a marché exactement pareil parce que la caisse se disait « ouais, mais la responsable a dû approuver. » Et donc ça, il y a un point un peu plus grand qui est dans l'entrepreneuriat, il ne faut pas demander la permission. Il faut plutôt beg for forgiveness after. Mais si j'attendais la permission ou si je faisais tout selon les règles, ça aurait été une croissance beaucoup moins rapide, ou certainement ça aurait été, peut-être on ne serait pas là. Parce qu'il y a énormément de petites ou grandes décisions qu'on a dû faire sans tout savoir, sans attendre la réponse de « est-ce que ça va passer ? Est-ce que l'autorité qui doit approuver ça va m'approuver ?» Et donc, il y en a beaucoup. Donc, moi, c'est peut-être un petit conseil, c'est vraiment foncez, allez-y, suivez l'instinct, faites pas de conneries illégales, mais dès que ça tombe pas dans l'illégal, y aller au gut feeling. Et aller au gut feeling, et dans le doute, allez-y, parce qu'autrement, voilà. On fait rien, sinon. Bah oui, il faut faire bouger les choses, et si quelqu'un va se fâcher, il faut demander excuse-moi, je savais pas, excuse-moi, je savais pas, quoi. Donc j'ai dit beaucoup de fois sorry, I didn't know, et oops, I tried. Tiens. Donc il y a eu beaucoup de ça. Ouais, hyper cool. Merci. Le mot de la fin, est-ce que tu auras un conseil ou un apprentissage général à nous partager, quelque chose que tu auras peut-être voulu entendre, quelque chose que tu as vécu? Et il faut pas avoir de regrets, peut-être. Et moi, je pense que j'ai lancé Wolf Project parce que je me suis dit je regretterais si tu le faisais pas. Si je le faisais pas. Donc peut-être c'est vraiment le mot de la fin, c'est ne pas trop écouter nos peurs qui nous bloquent souvent. Et c'est basique ce que je dis, je pense que tout le monde le sait, mais c'est basique, mais dans la pratique c'est pas si facile. Donc non, c'est pas facile, c'est beaucoup plus difficile dans la pratique, mais il faut vraiment peut-être ne pas écouter la peur et suivre l'instinct. Et si l'instinct dit une chose qui est voilà, je pense que j'ai fait le tour, mais c'est quelque chose d'un peu émotionnel, mais c'est un peu ce que, comme tu dis, en pratique c'est difficile, mais une fois qu'on le fait, je connais pas beaucoup de monde qui a franchi un pas et qui a eu de regrets. Par contre, je reconnais beaucoup de monde qui n'a pas franchi et qui a de remords de ne pas l'avoir fait. Exact. Donc peut-être c'est ça. C'est pas une note très positive par contre. Ça va, mais en même temps c'est positif vu que tu l'as fait et que ça se passe bien. Donc... Ouais. J'espère pouvoir inspirer quelqu'un. Écoute, merci beaucoup. Merci à toi, merci beaucoup. On arrive ainsi à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Vous pouvez retrouver le podcast et les références de cet épisode sur le site instantcactus.com ainsi que sur les réseaux sociaux. Un grand merci à toutes et à tous pour votre écoute et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode.